Bonjour à tous et à toutes. Le Fonds Recherche Québec et son partenaire vous remercie de votre participation à cette rencontre aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Thérèse Duquette. Je vais vous accompagner pendant cet après-midi. J'ai œuvré au fond pendant près de 20 ans à titre de responsable du programme Action concertée, puis comme directrice de programme pendant une dizaine d'années. Donc, c'est donc un grand plaisir pour moi d'être témoin l'avancement de recherche sur cette thématique en particulier sur laquelle le Fonds et ses partenaires collaborent depuis de nombreuses années, presque depuis 20 ans quasiment. Je suis accompagnée par Florence Godmer-Duhem, qui est conseillère à la direction des politiques et coordination interministérielle aux aînés, à la direction générale du secrétariat aux aînés, donc au ministère de Santé et Services sociaux. Elle sera la porte-parole des questions qui seront posées. Elle est la porte-parole des partenaires, mais c'est elle qui va porter vos questions auprès de l'équipe de recherche au moment de la période de questions. On vous rappelle que cette rencontre se veut un espace respectueux, sécuritaire pour chacun et chacune. Aucun propos violent, agressif ou irrespectueux ne sera toléré, y compris dans le chat. Nous vous invitons à participer dans le calme, avec ouverture et bienveillance. Ça vaut pour quand on le fait en présence, donc c'est pour ça que c'est de cette façon-là. Par souci du bon déroulement de la rencontre, vos caméras et micros demeurent fermés. Vous entendrez aujourd'hui les résultats de 2 recherches financées dans le cadre du programme sur un vieillissement actif de la population du Québec pendant une période de confinement. Les équipes ont une période de 30 minutes pour faire leur présentation. Tout au long de la présentation, vous pouvez inscrire vos questions dans le clavardage, donc dans le chat. Nancy les soumettra à l'équipe à la fin de leur présentation. Cette période de réponse aux questions sera de 15 minutes. Lorsqu'il restera 5 minutes de la présentation, je vais activer ma caméra. C'est le signe pour les présentateurs qu'il reste 5 minutes. Et donc, à ce moment-là, mon rôle, ça va être essentiellement de tenir le temps tout au long de cette période. On va amorcer les présentations avec l'équipe de Patrick Boissy. Donc, le titre Repas, système automatisé d'information, d'auto-évaluation et d'orientation pour la santé nutritionnelle des personnes aînées vivant dans la communauté. Donc, Patrick est professeur titulaire au département de chirurgie, service d'orthopédie, faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement, Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Estrie. Il s'intéresse à la recherche intersectorielle et interdisciplinaire associée au développement et à l'application des technologies en santé, avec une spécialisation auprès des personnes âgées. Sa programmation de recherche porte principalement sur le développement et la validation d'outils de mesure de résultats basés sur l'actimétrie et leur application dans les contextes de réadaptation et de télésanté. Il poursuit également des projets dans le domaine de la simulation médicale. Si j'ai mal dit des termes, M. Boissy, vous vous chargerez de les dire. Je vous laisse la parole et le soin de présenter la personne qui vous accompagne. Bonne présentation. Bonjour tout le monde. Merci, Madame Duquette, pour cette introduction. Je suis accompagné aujourd'hui de Cynthia Corbin, qui est la coordonnatrice du projet Repas, qui a mené à terme, je vous dirais, bien des choses dans le projet, qui a participé à peu près à toutes les phases du projet dans la co-création et qui est en partie le site web Repas qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un peu son bébé en grosse partie parce qu'elle a mis en place beaucoup des éléments de co-création qui ont mené à son élaboration et à sa validation. Donc, Madame Cynthia Corbin qui est ici avec nous. Je vais juste partager mon écran pour démarrer la présentation. Ça ne sera pas long. Donc, Repas. Repas, c'est une plateforme d'information, d'auto-évaluation, d'orientation pour la santé nutritionnelle. En gros, c'est un site web et c'est un site web qui s'adresse à la problématique de la vulnérabilité nutritionnelle et de la dénutrition. Le projet de recherche, et je me permets de faire un petit peu une aparté parce que c'est quand même important pour expliquer que ce projet-là a eu pour origine pendant, bien entendu, la pandémie et l'appel à projet qui a été lancé. Et cet appel à projet-là a été le projet qui a été soumis initialement et qui a été exécuté était l'idée de la professeure Nancy Price. Nancy Price était une nutritionniste chercheur au Centre de recherche
sur le vieillissement et la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Professeur Press nous a sollicité, moi, Patrick Boissy et Nicole Dubuc, pour répondre à cet appel à projet qui visait à développer justement dans les besoins d'eux de l'appel des façons de rendre autonomes un peu les personnes qui vivaient dans la communauté et qui vivaient des enjeux liés à la pandémie. Et dans ces enjeux-là, on avait bien entendu la vulnérabilité nutritionnelle qu'on voulait adresser. J'aimerais vous dire que le projet a été conçu, il a été exécuté dans la grande partie par cette équipe-là ici, mais il y a eu en cours de route, malheureusement, des événements malheureux. Nancy, le professeur Price, qui est une très bonne amie à nous, a eu des problèmes de santé. Ces problèmes de santé-là ont amené justement une pause un peu dans le projet. Nancy a combattu le cancer pendant à peu près 18 mois et elle est décédée pendant le projet. Et donc, j'ai pris la charge de ce projet-là comme chercheur principal à l'été 2024. Et j'ai complété le projet. Le professeur Dubuc a entre-temps aussi pris sa retraite. Donc, je suis un peu le seul survivant un peu du projet, mais je peux vous dire que ces gens-là ont eu des contributions exceptionnelles sur l'ensemble du projet, mais pour la réalisation et la fin de ce projet-là, c'est quelque chose que moi j'ai pris en charge depuis l'été 2024. Donc, ma présentation, je vais faire un bref retour sur le contexte du projet repas, parler de ses objectifs, mais surtout parler des résultats obtenus dans les différentes phases du projet et ce qui a mené ou le livrable final qui est le fameux site web repas.info que je vais vous présenter. Je vais vous présenter quelques retombées suite au lancement du site web et je vais terminer avec un peu les limites de ce qu'on a fait, mais surtout une perspective d'avenir de qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ce qu'on a réalisé à l'intérieur de ce projet-là. Donc, sans plus tarder, le projet s'intéresse ou est né de la problématique de la vulnérabilité nutritionnelle. Donc, la vulnérabilité nutritionnelle, c'est un ensemble de choses. Il y a quand même, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'aînés. On parle de 34% des aînés qui présentent un risque nutritionnel. Les origines de cette vulnérabilité nutritionnelle sont multifactorielles. Il y a plusieurs facteurs ou catégories de facteurs possibles. Avec le vieillissement, on observe la difficulté d'accès à la nourriture et à préparer des repas. C'est un des facteurs de risque assez important dans cette vulnérabilité nutritionnelle. Il y a, avec le vieillissement, des difficultés à s'alimenter, la motricité fine, la paralysie qui viennent ajouter à ce risque nutritionnel, la difficulté à mastiquer et avaler les aliments. Et finalement, la quatrième catégorie, c'est la perte d'appétit ou le désir de manger qui est associé aussi au vieillissement. Ces quatre facteurs-là, notre catégorie de facteurs-là, amènent donc une vulnérabilité nutritionnelle qui peut placer les gens dans des situations qui peuvent aller de la vulnérabilité jusqu'à la dénutrition. Et la dénutrition, c'est un phénomène où finalement les apports caloriques d'une personne sont insuffisants pour parvenir à ses besoins. Et ça amène une chaîne complète d'événements adverses qui peuvent amener jusqu'à l'hospitalisation et ainsi de suite. Cette problématique de vulnérabilité nutritionnelle, elle était présente avant la pandémie, elle est présente après la pandémie, mais elle a été certainement exacerbée pendant la pandémie à cause, par exemple, des enjeux d'accès à la nourriture. Il y a eu des confinements très sévères pour les personnes aînées, qu'ils soient notamment en RPA, fermeture des restaurants, des cafés, rupture de soins et services communautaires. Comme vous le savez, on a passé pendant la pandémie à travers nous-mêmes comme individus des enjeux d'isolement social, de dépression, de stress et d'anxiété qui ont été, je pense, encore plus présents et plus exacerbés chez la population aînée. Les conséquences de la vulnérabilité nutritionnelle sont insidieuses parce qu'elles s'installent dans le temps. Et à un moment donné, ces conséquences-là amènent justement des événements adverses. La perte de poids, la perte de masse musculaire et éventuellement même la malnutrition ou la dénutrition sont une des conséquences de cette vulnérabilité-là lorsqu'elles ne sont pas adressées. Cette perte de poids, de masse musculaire peut amener des diminutions de la mobilité et de l'autonomie. Et ça amène aussi une incidence accrue de limitation ou des incapacités fonctionnelles des gens en situation justement de dénutrition. Ça nécessairement affecte la qualité de vie, ça vient affecter les réponses immunitaires,
augmenter les risques de fragilité. Les risques de fragilité amènent des impacts potentiels au niveau des chutes, des décès, et ça amène bien entendu une plus grande utilisation des soins et des services de santé. Donc, la chaîne d'événements de la vulnérabilité nutritionnelle jusqu'à la dénutrition, c'est quelque chose qui amène des conséquences quand même assez importantes dans le vécu et la vie des personnes aînées. Euh, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est quelque chose qui est aussi stigmatisant d'utiliser des ressources pour adresser ces enjeux de vulnérabilité nutritionnelle. Il n'y a pas vraiment en ce moment de besoin, d'évaluation des besoins, s'assurer si les services qu'ils offrent et donc sont en ligne avec ce que la personne a en situation de vulnérabilité nutritionnelle. Il n'y a pas vraiment encore en ce moment de priorisation des demandes des gens qui sont en situation de vulnérabilité nutritionnelle. Et ben, on va se dire, il n'y a pas vraiment de coordination non plus entre les organismes communautaires et les organismes du système de santé. Et d'ailleurs, une des recommandations de l'INES, c'était la consolidation des mesures existantes à l'échelle locale et régionale pour remédier aux enjeux en matière d'alimentation chez les aînés et en impliquant les différents partenaires concernés. Donc, nous, dans ce contexte-là et dans le contexte de cette spirale de la dénutrition qui est illustrée dans la diapositive ici, on a jugé qu'il était important d'adresser la prévention de cette spirale de dénutrition qui commence par une vulnérabilité nutritionnelle et qui arrive à une situation de dénutrition et qui arrive à toutes les conséquences que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc pour nous, c'est important, l'équipe de recherche, d'arriver vers une approche de prévention. Et cette approche de prévention-là commençait nécessairement par la conscientisation du problème par les aînés. Et c'est ce qui nous a amené à créer un site web pour optimiser le processus d'évaluation et d'arrimage entre les besoins des personnes aînées à domicile à risque nutritionnel et les soins et les services qui sont disponibles sur un territoire. C'est de là où est né le projet Repas et le site web repas.info que je vais vous présenter tout à l'heure, qui vise essentiellement à informer, évaluer et orienter les personnes aînées par rapport à les facteurs de risque de dénutrition. On a choisi, il y a plusieurs interventions possibles pour faire de la prévention. On a choisi un site web parce que c'est quelque chose qui est disponible en tout temps, c'est quelque chose qui ne mobilise pas de ressources professionnelles, donc c'est quelque chose qui est autoportant. C'est aussi quelque chose qui est complémentaire à ce qui est offert dans le réseau actuellement. Et dans l'approche de prévention qu'on visait, c'était de maximiser le potentiel des personnes aînées en termes d'autonomie décisionnelle et d'engagement vers des ressources pour s'aider ou s'autogérer dans ce contexte-là. Il y a eu quand même des changements importants avant la pandémie, les utilisations de la littératie numérique et l'utilisation du web par les aînés étaient quand même très bien. Les statistiques augmentaient depuis plusieurs années. Avec la pandémie, ben, on a observé aussi un peu un passage forcé des aînés vers le web. Donc, quand même, 75% des aînés utilisent le web quotidiennement. Donc, le choix d'un site web comme outil de prévention et de promotion par rapport à la problématique nous semblait bien arrimé. Le projet en lui-même, qui a été allongé par la situation que je vous ai décrite initialement, regroupait, oui, 3 chercheurs, mais regroupait aussi un comité de pilotage. Ce comité de pilotage-là incluait des gens d'organismes communautaires comme Cercovie, ici à Sherbrooke, et des gens du CIUS de l'Estrichu, ainsi que des patients partenaires et le laboratoire d'innovation pour et par les aînés du Centre de recherche sur le vieillissement. Donc, c'est une recherche-action qu'on a réalisée sur une période d'à peu près 3 ans et demi. Et sur cette période-là, tous ces gens-là ont été impliqués dans l'ensemble des processus et des phases du projet qui ont mené au lancement de ce site web que je vais vous présenter. L'objectif du projet était justement d'arriver à un site web qui permettait de répondre à la fois informer, repérer et orienter les gens vers des ressources par rapport à la problématique de dénutrition. Ce projet a été réalisé en 3 phases, une phase de conceptualisation, une phase de co-création, ensuite une phase de prototypage et de pré-test et a mené ultimement avec le lancement du site web au mois de décembre en 2025, l'année dernière. Les objectifs étaient donc de décrire dans un premier temps le processus d'évaluation du risque nutritionnel,
de développer un questionnaire d'auto-évaluation, d'avoir un contenu informatif à l'égard du risque nutritionnel chez les personnes aînées. Donc, il y a eu une phase de conceptualisation avec des experts de contenu, avec des aînés. Cette phase de conceptualisation a mené à la formalisation finalement d'un site web où on a identifié les fonctionnalités, les éléments clés, l'interface, comment on allait présenter l'information, sous quelle forme, comment on allait travailler sur les interfaces, l'interface, si vous voulez, de ce site web-là pour s'assurer l'utilisabilité de ce site web avec des personnes aînées, avec différents degrés de littératie numérique, pour éventuellement arriver à un prototype qui, lui, a été testé avec des utilisateurs. Ces prototypes-là ont été évolués et on a ensuite arrivé à étudier, si vous voulez, la fiabilité des réponses au questionnaire, la satisfaction des usagers. On a finalisé le projet avec une version du site web final qu'on a lancé au mois de décembre. Donc, à la base, l'objectif ou le but de ce projet, c'était de créer un portail interactif qui avait trois sections, des informations ciblées, un processus d'auto-évaluation et qui menait à des orientations pour donner des ressources, des coordonnées de ressources en lien avec ce que l'auto-évaluation qui avait été fait. Je vais aller assez rapidement parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps là-dessus. Dans la phase de conceptualisation, il y a eu un recensement des organisations, il y a eu une analyse des processus d'orientation des demandes par rapport à des vulnérabilités nutritionnelles. On a essayé de déterminer les éléments qui étaient pour déterminer l'approche idéale pour évaluer les besoins des gens. Il y a eu un groupe de travail de nutrition avec des nutritionnistes qui ont développer le questionnaire pour évaluer les situations problématiques, donc déterminer le risque nutritionnel. Il y a eu aussi du travail par ce comité-là d'élaborer des contenus pertinents à transmettre par rapport à la santé nutritionnelle. On a fait aussi des analyses de sites web existants dans la phase de co-création pour définir les fonctionnalités, les éléments principaux d'interface. On a fait un groupe de travail, encore une fois, en nutrition avec des experts et des personnes aînées pour élaborer l'algorithme, pour arrimer les réponses au questionnaire à des seuils ou des scores finalement qui identifiaient des risques et que ces risques-là étaient liés à des ressources qu'on avait recensées sur le territoire. Puis, bon, ben, il y a eu des exemples de ceux-ci. On a développé, bien entendu, le prototype. Il y a eu plusieurs ajustements qui ont été faits. Il y a eu peut-être 5 versions du prototype du site web qui ont été testées par des aînés à différents moments, dont des aînés partenaires. Et ça s'est terminé par un test de fiabilité des réponses au questionnaire où on a justement demandé à des aînés, d'une part, de faire le questionnaire sur le web et d'un autre part, on a fait une entrevue en direct avec eux via une nutritionniste qui, elle, a essayé de recenser justement les besoins et les risques. Et on a comparé les deux ensemble pour voir s'il y avait une certaine fiabilité entre ce qui était compris et entré sur le site web et ce qui était évalué par une nutritionniste lors d'un entretien avec une personne aînée. Donc, c'est un peu pour arriver à un prototypage, à des pré-tests, donc des maquettes, des tests de fiabilité, des rondes d'utilisabilité avec des tests, ensuite des évaluations de satisfaction avec différents éléments qui nous ont amenés à ce fameux site web-là ici que je vais vous présenter rapidement parce que c'est ça le clou de la présentation, si vous voulez, d'une certaine façon. Ça ne sera pas long, je vais changer d'écran. Attendez-moi que je share. Non, je ne suis pas à la bonne place. Share. OK. Donc, le site web repas.info, et je vous invite d'ailleurs à y aller pendant que je vous parle. Vous pouvez même aller jouer dedans. C'est bon, ça va faire monter nos statistiques d'utilisation. Ce site web-là, ce que vous voyez là, c'est finalement le fruit de ce travail de co-création et d'évaluation de prototypes et de tests et qui a été lancé le 1er décembre 2025. Donc, le site inclut des sections qui sont en lien avec les objectifs d'informer, repérer, orienter. On a quelque chose qu'on voit ici qui vient de reprendre le même type de navigation à votre droite.
Ce que vous avez ici, c'est justement un site web, un vidéo qui vient présenter le projet et qui vient présenter la problématique de la dénutrition chez les personnes âgées. Donc, c'est la mise en contexte qui est faite à l'intérieur de cette page d'accueil-là pour les participants ou les usagers qui s'intéressent à la dénutrition. Lorsque les gens ont consulté cette vidéo-là, on tombe après ça dans les différentes sections du site web. Chacune des sections du site web peuvent être faites individuellement, mais la séquence, généralement, c'est d'informer, repérer et d'orienter. Les gens, donc, pour s'informer, on a choisi de créer un genre de jeu de questionnaire avec des vrais ou faux, où les gens doivent, donc, est-ce qu'il est normal de perdre du poids et de l'appétit en vieillissement? En vieillissant, si je mets la réponse faux, ben, vous avez la bonne réponse, c'est que c'est pas normal de perdre du poids en vieillissant. Si je réponds bon, je vais changer de question. En vieillissant, plusieurs personnes font des choix alimentaires pour se faciliter. Faux. Bon, ben là, j'ai une mauvaise réponse. Donc, vous voyez un peu l'enjeu de repérer, d'informer à travers les questions-réponses pour essayer de déboulonner un peu des mythes qui sont présents chez les personnes aînées par rapport à la nutrition. Notamment que de perdre du poids, c'est correct et que ça ne devrait pas être une alerte comme ça ici. Une fois que les gens ont complété finalement les réponses, ils peuvent naviguer à la prochaine version, à la prochaine section du site, où ils peuvent y accéder directement en allant en haut ici à repérer. Et c'est le clou un peu du du site, c'est un questionnaire de repérage qui vise à identifier des gens qui ont des facteurs de risque qui nécessitent justement des interventions et de les mobiliser dans cette intervention-là à travers euh, soit un référencement vers des ressources ou même d'aller chercher de l'aide par rapport à ceci. Donc, si je regarde ici, il y a 14 questions dans la section repérée. Si je le fais pour moi-même, on commence par rentrer son poids, sa taille. Euh, je prends ici, au cours des 6 derniers mois, avez-vous l'impression d'avoir perdu du poids sans l'avoir cherché? Disons que je vais dire oui. Là, on va me demander ben, combien. Donc, disons que je dis que j'ai perdu de 5 à 10 livres. OK. Prochaine question, consommez-vous 3 repas par jour, pratiquement tous les jours? Non. Est-ce dans une journée, combien de portions d'aliments riches en protéines mangez-vous généralement? Je ne mange pas d'aliments riches en protéines. Consommez-vous des suppléments régulièrement? Oui. Avez-vous des difficultés financières ou physiques qui vous empêchent de manger à votre faim? Oui, il m'arrive parfois. Vous choisissez. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous remarqué une diminution de votre appétit? Disons que je dis oui. Je dis que j'ai des problèmes de santé. Prenez-vous la majeure part de vos repas seul? Oui. J'ai aucune difficulté à me procurer les aliments. J'ai aucune difficulté à les préparer. J'ai pas de difficulté à manipuler des ustensiles, mais j'ai de la difficulté à croquer des aliments parce que j'ai des problèmes avec mes dents. Avez-vous de la difficulté à avaler des aliments ou des aliments liquides? Pour certains aliments. Et là, j'arrive à la fin de ce questionnaire-là avec un profil de risque au niveau de ma vulnérabilité nutritionnelle. Ce profil de risque-là me permet de classer en 3 sections des éléments améliorés en rouge, des défis à relever et des bons coups par rapport à euh, l'évaluation qui a été faite de ma vulnérabilité nutritionnelle. Donc, si je vais dans ça ici, je peux cliquer et avoir d'informations par rapport à des zones qui sont en rouge, par rapport, par exemple, à la perte de poids qui a été identifiée comme un facteur de risque extrêmement important dans la vulnérabilité nutritionnelle, un indice de masse corporelle de plus petit que 22 qui peut indiquer un point suffisant, puis ensuite quelques astuces pour vous aider. Donc, chacun des éléments de réponse par rapport aux 14 questions renvoie à des facteurs de risque et ces facteurs de risque-là sont ensuite pondérés par rapport à un algorithme qui nous permet d'identifier et de classer les gens dans mon état de santé se fragilise, j'ai des défis à relever ou j'ai des bons coups ici à poursuivre. Une fois que cette évaluation-là de risque a été faite et les informations qui sont là par rapport à en savoir plus, la personne peut aussi ensuite aller
Les catégories de ressources susceptibles de vous être les plus utiles par rapport à ça ici sont présélectionnées en fonction des réponses, des éléments de réponse aux 14 questions. Et si je clique sur m'orienter vers les ressources, ben, je vais avoir une liste, une recension des ressources en lien avec mes facteurs de risque qui ont été identifiés et sur lesquels je pourrais agir. Je rentre un code postal régional et vous avez un affichage de cartes et en dessous de l'affichage de cartes, vous avez, par exemple, des ressources comme qui sont spécifiques à des enjeux qui ont été identifiés pour, par exemple, ce que vous avez à gauche dans la liste. C'est les orientations, par exemple, pour de l'aide à préparer les repas sont recensées ici et, et sont accessibles où vous pouvez justement aller cliquer sur, mettons, plus de détails et vous allez avoir justement l'accès Internet, les adresses de sites web de ces ressources-là, les numéros de téléphone, les adresses, et ainsi de suite. Donc, les gens peuvent passer finalement de l'évaluation qui a été faite, des suggestions de ressources, à s'engager dans une démarche auprès de ces ressources-là pour justement aller plus loin. Puis une fois que c'est fait, ben, c'est un peu essentiellement l'essentiel de ce qu'on retrouve dans le site web pour adresser les enjeux de vulnérabilité, de vulnérabilité. Je vais juste retourner à ma présentation parce que je ne sais plus combien de temps il me reste. Donc, ça, c'est le site web. Euh, Le site web a été lancé le 1er décembre 2025 par le biais d'une campagne sur les réseaux sociaux menée par le département des communications du CIUS de l'Estrie-Chute et avec l'aide un petit peu de l'Université de Sherbrooke aussi. Ça a été diffusé donc sur plusieurs médias sociaux. Ces diffusions sur des médias sociaux ont mené à beaucoup des entrevues dans à la radio, à la télé, au niveau local. Ça n'a pas malheureusement été repris au niveau national, mais quand même, ça a eu une très belle couverture au niveau local en Estrie. C'est suite à ce lancement-là, vous avez ici les statistiques de fréquentation, donc du 1er au Merci 31 qu'on décembre et voit du pas ton 1er PowerPoint, janvier Patrick. au 28 février. Donc, sur à peu près 3 mois de statistiques, on parle d'environ pas loin de Excusez-moi, 1000 visiteurs on est encore qui ont sur le site visité web. le Il site faudrait web. peut-être revenir au PowerPoint. Ce site web-là a été référé aussi dans On dirait des qu'elle nous lettres, entend. des newsletters là, de différents organismes. Et puis, il y a quand même eu un effort de communication, mais ça a été fait essentiellement, ces efforts de communication-là, au début du lancement, suite au lancement, et par la suite, ben, on a adressé les demandes médias ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de moyens qui étaient mis en place pour continuer la valorisation, le transfert de celle-ci, mais on a quand même eu un autre push avec des visites, quand même pas loin de 200 visiteurs dans les 2 derniers mois. Et si on regarde les différentes sections qui ont été consultées, il y a quand même eu pas loin de 30% des gens qui ont complété le questionnaire que je vous ai présenté. Donc, le questionnaire a été ce qui a été le plus utilisé dans le site web. Euh, les, euh, les ressources, à peu près dans une proportion de 30-30, c'est à peu près 30% pour chacune des trois fonctions qui sont informées, évaluées et orientées. C'est un peu ce qu'on a eu comme statistique de fréquentation du site web depuis 3 mois. Euh, les retombées anticipées, ben, c'est sûr qu'on avait des objectifs, on veut s'inscrire dans une politique de prévention de la vulnérabilité nutritionnelle en ayant une approche d'information, d'identification de facteurs de risque et ultimement de ressources, de référencement vers des ressources. Ce qui nous intéressait beaucoup, je pense, c'était de prévenir la perte de poids et la malnutrition chez les personnes aînées en les rendant conscients de ce problème-là ici. On a eu, c'est aussi important pour nous de leur donner accès à de l'information pertinente et crédible en matière de nutrition, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations en nutrition, mais qui n'est pas nécessairement crédible. Et surtout, ben, on voyait ou on pensait qu'il y avait des enjeux de besoins non comblés. Pour les organisations, on croit que c'est un outil d'évaluation et de priorisation des demandes de soins de service. Donc, ça peut s'intégrer par un référencement pour essayer d'évaluer les facteurs de risque et que cette évaluation puisse faire partie de la discussion avec les intervenants dans le domaine.
et c'est quelque chose qui peut servir de soutien à la mission du CIS et du FIUS. Les principales limites, ben, c'est un projet qui a été développé et initialement pour répondre dans la section des orientations vers des ressources pour la ville de Sherbrooke. Donc, c'est-à-dire que la portion d'information, la portion de repérage, elle est universelle. Peu importe où vous êtes, ça va bien. Sauf par contre, si on arrive à euh, la section de référencement des ressources, le référencement des ressources, les ressources que nous, on a recensées et qu'on a mis sur le site web étaient pour la ville de Sherbrooke. On a vu aussi que c'était quand même un enjeu d'assurer la diffusion de la mise à jour du site et de sa promotion. Par contre, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a approché pour essayer de faire un élargissement de cet outil-là. Le 2 à 1 du Grand Montréal, qui est une ressource exceptionnelle pour le référencement des ressources. Et on essaye présentement de faire un montage d'un projet pilote pour arriver à justement utiliser les informations du 2 à 1 et de pouvoir élargir la zone d'utilisation au niveau géographique à l'extérieur de la ville de Sherbrooke en ayant comme cible initiale le Grand Montréal. On travaille bien entendu à la rédaction des articles et ce qu'on aimerait faire, c'est de faire une mise à l'échelle du site web de par sa promotion pour que les gens l'utilisent, mais aussi en bonifiant le site web, les différentes sections du site web et en faisant cet arrimage géographique pour que le repas.info puisse être utilisé à l'échelle du Québec, dans toutes les régions. On est en recherche de financement pour poursuivre ces choses-là. Donc, on aimerait avoir des collaborateurs, notamment des nutritionnistes qui seraient intéressés à participer à ça. On cherche aussi des sources de financement pour faire cette mise à l'échelle et de rendre ça disponible à l'échelle du Québec. Donc, Donc, on va passer à la deuxième présentation, qui est celle de l'équipe de Mme Annick Giguère, avec le titre, la présentation, ce sera Optimisation et évaluation d'un programme d'éducation pour vieillir en santé pendant le confinement. Alors, on est dans le même dans le temps, c'est assez proche. Donc, Mme Giguère est professeure au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval à Québec, également chercheur affilié à VITAM, Centre de recherche en santé durable, et au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Initialement formée en recherche fondamentale, elle s'est ensuite orientée vers les soins et services de santé, se spécialisant notamment en transfert de connaissances et en prise de décision partagée. En tant que formatrice certifiée de la collaboration Cochrane pour la réalisation de revues systématiques, elle renforce les compétences des chercheurs et étudiants en synthèse de connaissances et en développement d'outils d'aide à la décision. Depuis 2013, elle a élaboré plus de 25 outils d'aide à la décision visant à soutenir les décisions en matière de santé en examinant l'engagement des utilisateurs durant leur développement. Son équipe œuvre également à la validation de modèles interactifs et imprimables d'outils d'aide à la décision, connus sous le nom de boîtes à décision. Mme Giguère concentre actuellement ses efforts sur l'intersection entre la technologie et la prise de décision partagée. Elle exploite le potentiel de l'intelligence artificielle pour fusionner la recherche, les soins centrés sur la personne et les solutions innovantes dans le but ultime d'améliorer les soins de santé à l'échelle mondiale. On a vraiment l'impression d'être dans la suite du projet précédent. Hein? On n'est pas. Donc, vous pouvez soumettre vos questions dans le chat en cours de parcours tout au long si ça vous vient. Si elle y répond, c'est pas grave. Soumettez-les, ça permet après ça à Florence de rassembler ça puis de lui poser les questions. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Euh, En effet, il y a des parentés avec le lot de projet. Je pense qu'il y a peut-être une fertilisation croisée aussi parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, nous autres, entre les projets. Puis je vois quand même qu'il y a une évolution dans le projet qui a été présenté précédemment. C'est intéressant. Donc, notre projet a été construit, développé par une grande équipe. Donc, d'abord, les experts, le responsable du milieu, c'était le responsable du 2 à 1. On a eu des citoyens partenaires, des experts en transfert de connaissances, des experts en soins aux personnes âgées et plusieurs étudiants et étudiantes. Puis je veux juste lever mon chapeau à ces personnes-là qui ont été extraordinaires tout au long du projet. 3 étudiantes, Élodie, Justine et Sandrine. Puis chacune on a dû superviser environ une quinzaine d'étudiants comme auxiliaires de recherche au cours du projet.
Donc, quand on parle de mieux vieillir, on pense souvent aux services, aux soins, aux infrastructures, mais au cœur de toutes ces solutions, il y a d'abord les personnes. Parce que les personnes ne sont pas toutes pareilles. Les besoins changent d'une personne à l'autre. Chaque personne a ses propres priorités, ses valeurs, ses préférences, son expérience de vie, sa communauté, les gens qui peuvent l'aider. Donc, aujourd'hui, on souhaite partager comment nous, on a permis à des personnes de 65 ans et plus de mieux comprendre leur santé, de se connaître elles-mêmes et de faire des choix qui leur ressemblent. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a co-construit le programme Vieillir en santé avec des aînés, des intervenants et des professionnels. Le programme offre de l'information sur toutes les options qui ont fait leurs preuves pour maintenir l'indépendance en vieillissant. Il est conçu pour aider à clarifier les priorités, prendre des décisions éclairées et il est basé sur les facteurs de risque qui sont à éviter pour maintenir notre qualité de vie. Donc, l'activité physique qui diminue, la dépression, l'insomnie, l'isolement, les maladies évitables et la perte de poids. Donc, ces facteurs peuvent amener un déclin de la vigueur, de la mobilité et un déclin cognitif. Finalement, une perte d'autonomie qui, elle, va ensuite diminuer la qualité de vie parce que souvent, il va falloir se relocaliser. Donc, le programme a tourné ces aspects négatifs, ces facteurs de risque, en un aspect de la santé, plus d'une manière positive. Quels sont les aspects de la santé qui favorisent l'autonomie? Donc, on ne parle pas de troubles cognitifs, on parle de soutenir notre mémoire, soutenir notre vie sociale, l'auto-soin, l'humeur, la vigueur, la mobilité, l'alimentation et le sommeil. Donc, le site Vieillir en santé est accessible. Vous voyez l'adresse. Et comment il est construit? On parle de stratégie pour bien vieillir. Donc, le programme est basé sur ces stratégies. D'abord, que la personne connaisse les aspects, comment on doit connaître les aspects de notre santé qui favorisent l'autonomie, faire des choix éclairés qui correspondent à nos priorités, surveiller notre santé et discuter de nos choix avec nos proches ou un intervenant et finalement mettre en œuvre nos choix. Donc, notre partenaire, c'est le 2-1. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. On travaille avec le 2-1 depuis longtemps. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux sur l'accès aux services communautaires. Je pourrais vous en reparler si vous voulez, l'équipe repas, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience depuis peut-être 6 ans que j'essaie de faire ce genre d'initiative. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, le partenariat vise à faciliter l'accès aux ressources communautaires, soutenir la mise en œuvre des changements aux habitudes de vie. Il y a 2 manières de rentrer dans le programme. D'abord, il y a la manière, là, le programme lui-même, mais on peut passer par un questionnaire d'auto-opérage qui comporte 21 questions, 9 domaines. Je vais vous le montrer parce que ça va être plus facile. Ici, si vous allez... Vous voyez ici, c'est une auto-évaluation. Et il y a 7 domaines qui sont couverts, incluant l'alimentation. Donc, j'ai reconnu les questions aussi du site repas. On a juste 2 des questions c'est des questions qui ont été validées précédemment dans d'autres projets pour l'évaluation des risques, mais on les a adaptées pour être vraiment en prévention secondaire. Donc, essayer de déceler des risques qui seraient pas encore qui n'auraient pas encore mené à des pertes d'autonomie. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a comparé l'évaluation par des personnes elles-mêmes avec une évaluation faite par un professionnel de la santé, un infirmier. Puis, on a validé le questionnaire. Donc, ça a été le projet de Justine. Donc, quand les gens complètent le profil, à la fin, ils soumettent leurs réponses. Puis, ça donne les résultats. Donc, les résultats, les éléments qui pourraient nous maintenir des capacités, on les a ici. Puis, on peut cliquer pour en savoir plus. Puis là, on va rentrer dans l'autre manière d'accéder au programme. On va arriver aux options de santé. Fait que, si vous voyez ici, l'accès au programme, on a toutes les options. Fait qu'on peut accéder soit de cette manière-là ou par l'évaluation. Donc, si on regarde pour la vie sociale, je vais rapidement vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tu as des éléments juste d'information ici. On parle des facteurs de risque. On a aussi le jeu sur les mythes ou réalités.
Donc, les personnes aînées Donc, on a des éléments interactifs qui sont intéressants pour les gens. Donc, ça, c'est ces outils-là. Il y a 7 outils. C'est des outils d'aide à la décision que j'ai validés dans une étude précédente avec des personnes avec des troubles neurocognitifs légers. Fait qu'on a essayé d'avoir une navigation qui était facilitée. Et on a fait plusieurs versions. On a fait 7 versions de cet outil-là. Puis ensuite, on l'a adapté à différentes aspects de santé. Donc, un exercice pour que les gens clarifient qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Puis ensuite, on leur offre les options. Selon leur idée, on leur présente les options. Puis pour chacune des options, on leur présente les pour, les contre. Fait que l'idée du site, c'est vraiment de faciliter les prises de décision éclairées. On ne dit pas qu'il y a juste des avantages. On essaie toujours de parler des inconvénients. Puis vous allez voir que ça devient important quand on a voulu implanter le programme. Puis on a toujours aussi l'option de ne rien faire, mais on n'appelle pas ça ne rien faire, la surveillance active, porter attention à notre satisfaction face à la vie sociale, mais on ne fait pas de changement. Et dans cette option-là, on présente quand même les inconvénients si on décide de juste faire une surveillance active. Donc, il est possible que vous ressentiez plus d'isolement et de solitude. Donc, c'est le programme. Fait que je retourne à ma présentation. Et je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on a fait. Donc, l'objectif, c'était de mettre à la disposition des personnes aînées les ressources pour renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle face à l'adoption de nouvelles habitudes de vie pour maintenir leur autonomie, et ce, même en situation d'isolement, parce qu'au départ, quand on a été financé, c'était vraiment pendant la pandémie. Fait que ça, c'était l'objectif à ce moment-là. Donc, on a 3 phases. Étudier les déterminants de l'adoption des changements aux habitudes de vie pour maintenir l'autonomie. Ça, c'était auprès des personnes aînées et des intervenants. Deuxième phase, optimiser l'implantation du programme dans les RPA. Puis, troisième phase, évaluer dans quelles circonstances le programme mène à l'adoption des changements aux habitudes de vie. Donc, pour la phase 1, identifier les déterminants. Donc, moi, tous mes projets, j'ai vraiment fait de la recherche parce que c'est ça qui me passionne. Puis aussi avec les étudiants, c'est très intéressant de les former aux méthodes de recherche. Donc, ici, c'est un devis qualitatif descriptif. On a fait des entrevues. Chacun des 7 outils est évalué par 3 personnes aînées, 2 personnes proches aidantes, 2 représentants d'organisations communautaires et 2 professionnels de la santé. Par exemple, un exemple de question, qu'est-ce qui complique ou facilite le changement de vos habitudes pour maintenir votre autonomie? On a essayé d'aller voir les aspects contextuels aussi de l'adoption de nouvelles habitudes. Ça, c'est le projet, là, les 2 premiers projets. Dans la phase 1, c'est le projet d'Élodie, et la phase 2 aussi, Élodie Montaigne, qui est étudiante au doctorat en santé communautaire. Donc, je lui lance mon chapeau. Donc, elle a fait 2 articles. Il y en a un qui est publié, puis l'autre qui n'est pas encore publié. Et presque fait, hein, Élodie. Si tu es là, tu m'écoutes. Donc, les résultats, les perceptions, sur les perceptions des personnes de 65 ans et plus, juste rapidement, parce que je n'ai pas le temps de présenter tout ça dans le temps qui m'est attribué, mais le programme a été bien perçu et relié à les différentes dimensions de la santé, parce que souvent, les gens, ce qu'on remarque aussi quand on va dans les congrès, les gens, ils travaillent beaucoup par domaine, mais notre programme, c'est ça, un côté un peu original, c'est de regrouper tous les aspects de la santé. Donc, ça, les gens, c'est intéressant, ils reliaient les différentes dimensions, puis les effets des options sur plusieurs aspects du bien-être. Ensuite, on a remarqué que les influences sociales, pairs, entourage, c'était un facteur important dans la décision d'adapter de nouvelles habitudes de vie. Donc, les dynamiques sociales deviennent très importantes, spécialement en RPA. Je sais que ça ne va pas vous surprendre, mais quand même, nous, du point de vue des chercheurs, on pense souvent plus aux aspects mécanistiques d'adopter des habitudes de vie, mais là, on pense que, bon, mais ça va dépendre vraiment de qui est dans leur environnement pour décider de changer leurs habitudes. Et une approche non directive et personnalisée comme celle dont on fait la promotion est vraiment appréciée. Donc ça, c'est les personnes de 65 ans et plus. Les intervenants, eux autres, ont estimé que le programme permettait de concrétiser leur mission d'empowerment, de soutenir au pouvoir d'agir.
Par contre, certains aspects du programme remettent en question les approches traditionnelles d'éducation à la santé parce que vu qu'on présente toujours les avantages, les inconvénients et on utilise un langage neutre, eux autres, il y avait comme une crainte qu'on on n'encourage pas assez les gens à changer leurs habitudes. Mais c'est vraiment une perspective complètement différente de ne pas pousser un changement. Puis, donc, c'est comme une difficulté pour certains intervenants de passer d'une approche persuasive d'éducation à la santé à une approche plus collaborative et non directive de soutien à la décision. Et je crois que ça présente une opportunité de faire peut-être plus de formation pour que les intervenants valorisent d'être seulement là comme écoute ou accompagnement sans avoir de but précis euh, pour valoriser leur rôle d'écoute. Va vite, là, parce que j'avais peur de manquer de temps. Donc, la phase 2, on voulait optimiser l'implantation. Donc, le programme, on l'a validé, puis tout ça, on l'a validé avec plein de monde. Mais comment on fait pour l'implanter en RPA? Donc, décrire les stratégies mises en œuvre d'une intervention de prise de décision partagée visant à soutenir les personnes dans leur choix de vie au sein des résidences pour aînés. Puis, on voulait aussi explorer les facteurs contextuels qui ont influencé l'implantation. Donc, les résidences privées pour aînés, en 2021 au Québec, il y a environ 9 des personnes aînées de 65 ans et plus qui y résident et environ 18 des personnes de 65 ans, 75 ans et plus. L'importance du maintien de l'autonomie est encore accrue. Du point de vue des directions des RPA, c'est super intéressant parce que eux autres, ils veulent éviter que les gens quittent. C'est un modèle d'affaires où est-ce qu'ils veulent que les gens restent. Puis, donc, dans le fond, on a un encouragement des directions de RPA. Ils nous accueillent bien parce qu'ils trouvent que la démarche, ça va dans le sens aussi de ce qu'ils veulent réaliser. Puis, on a observé aussi qu'elles étaient très peu étudiées. On s'est allié avec Louis Demers, qui est à l'ENAP, qui dirige Élodie, puis qui nous a aidés aussi à comprendre ces milieux-là. Fait que ça a été un projet vraiment intéressant pour ça. Donc, notre méthode, c'était une étude de cas multiples avec des méthodes mixtes. On a fait d'abord un sondage de toutes les RPA des régions de Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on a eu accès à des rencontres du CIUS pendant la pandémie, rencontrait toutes les RPA dans des rencontres régulières. On a pu toutes les inviter, mais c'est pas toutes qui ont répondu à l'appel. On dit, c'est un petit peu trompeur. Donc, on a fait un sondage d'une trentaine. Puis après, on en a choisi un sous-échantillon dans lequel on a fait un co-design de l'implantation et on a implanté. Donc, l'étude d'implantation comprend le sondage des 33 RPA. Et ensuite, dans les 14 RPA, on a fait du co-design. Puis, puis après, on va observer les différences des RPA, puis les éléments communs pour essayer de comprendre, de faire plus des généralisations sur l'implantation de ce type de programme dans ces milieux-là. Puis à la fin aussi, on a fait aussi des entrevues avec les personnes aînées qui avaient adopté ou pas adopté le programme pour voir un peu les raisons. Donc, dans l'implantation, c'était vraiment un co-design entre la responsable de recherche et la responsable locale. Il y a eu plusieurs rencontres. On a fait de l'analyse qualitative pour comprendre tous les enjeux dans chaque milieu. Je ne passerai pas en détail tout ce qu'on a fait, mais l'équipe de la RPA, elle, était responsable de... On a voulu aussi avoir une approche plutôt dans une vision de scale-up, de mise à l'échelle, de ne pas être trop mettre de ressources dans l'implantation. On voulait voir quels étaient les leviers à l'intérieur des milieux mêmes. Donc, on a essayé de soutenir les milieux à eux-mêmes faire l'implantation. Vraiment, là, dans une idée de s'il n'y a plus de chercheurs, est-ce que ça peut lever cette affaire-là? Puis, le responsable faisait la promotion du projet. Au besoin, il accompagnait les personnes dans leur exploration du programme. Au besoin, il démontrait aux personnes comment accéder aux ressources pour mettre en œuvre des nouvelles habitudes de vie, etc. L'auto-évaluation. Donc, ça, c'était le projet. Donc, ça, c'était un article aussi qui est en voie de s'écrire sur l'implantation, les leviers à l'implantation.
Au niveau des milieux participants, on a eu 7 RPA du CIUS Capitale-Nationale dont les nombres de résidents variaient de 20 à 380 et 4 RPA du CIS Chaudière-Appalaches dont le nombre de résidents variait de 31 à 212. Donc, on a appris à connaître très, très bien ces milieux-là. Ça a été très intéressant, beaucoup de diversité. Les stratégies ont été adaptées après plusieurs rencontres. On a fait des formations aux intervenants des RPA. On les a mis en ligne aussi, sont en ligne. La promotion du programme a été faite de multiples manières. En particulier, on a fait une conférence kick-off pour lancer le programme, juste une petite conférence d'une heure pour que les gens, ça les incite à le regarder, mais on ne voulait pas être trop présent comme équipe de recherche. Donc, ce qu'on a observé, c'est que le rôle central des responsables de loisirs en promotion de la santé dans les RPA, le leadership d'implantation était différent. Parfois, c'était les directions, des fois les responsables de loisirs. Parfois, il y avait un leadership collaboratif entre la direction, le personnel et les personnes résidentes elles-mêmes. Au niveau du leadership des résidents, ça dépendait un peu du climat social. Parfois, il y avait le comité de résidents ou le comité milieu de vie. Aussi, il pouvait avoir le soutien entre les pairs. Donc, les résultats suggèrent que le personnel devrait être mieux formé pour gérer le climat social parce qu'il devient très, très important, le climat social. Puis là, je vais vite, là, je vois que je fais un saut rapide avec cette conclusion. Mais ce qu'on a observé aussi, c'est que le climat social dans les RPA, parfois, pouvait démotiver les gens à adopter des habitudes de vie saines, pouvait favoriser l'isolement parce que si il y avait une moins d'entente entre les gens qui vivent dans ces endroits-là, ben, ils se sentent moins bien, ils se sentent plus isolés, etc. Donc, étant donné l'importance du réseau puis des personnes autour de nous, quand on décide d'adopter une nouvelle habitude, imaginez l'importance d'un climat social dans la RPA. Donc, voilà. En phase 3, maintenant, on a évalué l'efficacité du programme d'éducation vieillir en santé pour améliorer l'auto-efficacité décisionnelle chez les personnes aînées dans des RPA, mais c'est une étude de faisabilité, donc ce n'est pas une étude qui visait exactement à mesurer l'efficacité. Je vous explique. Donc, les objectifs, c'était de choisir une stratégie de recrutement efficace et d'évaluer les ressources requises, d'évaluer l'acceptabilité de la stratégie de diffusion du programme, de piloter un nouveau questionnaire pour évaluer les connaissances et les habitudes de vie pour vieillir en santé et mesurer les ressources nécessaires à l'utilisation de ce questionnaire-là, estimer la taille requise pour une future étude de grande envergure de même type. Donc, les participants, c'est les mêmes que pour la phase 2. On a fait une approche réaliste de vie pré-poste à groupe unique et on a fait un sondage Internet des représentants des RPA à T0 et un sondage des personnes aînées par téléphone à T0 avant l'implantation et après l'implantation. Le sondage des personnes aînées, il y avait l'auto-efficacité décisionnelle, à quel point ils sont capables de... J'ai mis un diapo à la fin si jamais vous voulez en savoir plus sur ce questionnaire que je trouve très intéressant, mais ça montre vraiment est-ce que je me sens capable est-ce que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour adopter des nouvelles habitudes de vie? Est-ce que j'ai du soutien? Est-ce que ensuite les connaissances sur les habitudes de vie saines, quelles habitudes ils adoptent, leur qualité de vie, leur autonomie en santé et leur utilisation des services de santé communautaire. Donc, il y a un article en préparation par Sandrine Boucher. Elle travaille très fort à ça en ce moment. Les RPA, leurs caractéristiques avaient en moyenne 278 résidents, donc ça allait de 38 à 470. Le nombre de services de santé dans la résidence, donc rapidement, là, il y avait 25% qui offraient 3 services de soins de santé. L'étendue allait de 1 à 9 services. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Je suis consciente que je n'ai pas tout présenté les questionnaires, mais c'est un vraiment gros projet. Le nombre d'activités, il y avait 77% de CRPA qui offraient une activité, mais ça allait de 1 à 4 activités, des activités de loisirs. Le nombre d'espaces accessibles, on peut parler par exemple des salles de jeu, des salles de prière, des choses comme ça. Donc, le nombre d'espaces accessibles,
33% offraient 4 espaces, étendus de 1 à 5. Donc, les participants, on a eu 150 participants à T0 et 129 à T1. Donc, notre objectif, c'était de recruter plus de gens. Fait que moi, j'avais prévu faire un vrai projet d'évaluation, mais avec les ressources qu'on avait, on n'a pas été capable d'avoir assez de participants. Fait que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai décidé de faire une étude de faisabilité pour aller chercher d'autres financements éventuellement. Donc, c'est pour ça que, donc, je vous explique un peu la mécanique, comment le projet a évolué. L'âge moyen des participants, 82 ans, 74% des femmes, 77% vivaient seuls, 38% ont un certificat ou un diplôme universitaire, 50% utilisent au moins une aide fonctionnelle. Le taux de recrutement a été de 8,6%. Donc, on souhaitait, ça c'est le nombre de personnes qu'on a recrutées par nombre de personnes résidentes. Je crois qu'on avait utilisé 10% dans nos calculs initialement. Ça a été très lent avant de commencer le recrutement parce qu'on n'avait pas eu la bonne stratégie au départ. Ce qu'on a observé pour recruter des personnes aînées dans ces milieux-là, la meilleure manière, c'est avec des pièces d'information dans les aires communes. Donc ça a été un grand, grand bénéfice de l'étude de faisabilité parce que maintenant, je me sentirais vraiment à l'aise de proposer un projet de recherche. J'aurais plus confiance d'être capable de recruter les gens. Donc, au niveau de l'exposition au programme, parmi les 129 participants à post-implantation, il y en a 73 qui ont déclaré avoir consulté le programme, l'avoir lu. Donc, nous, vous comprenez, on a juste fait un petit conférence au début pour dire, regardez, le programme est là, regardez-le, puis c'était une conférence d'1 heure. Mais après, on n'est pas resté individuellement avec chaque personne pour s'assurer qu'ils comprennent, qu'ils le lisent et qu'on fait, par exemple, l'auto-évaluation. Donc, c'était vraiment autonome parce qu'on voulait que ce soit réaliste. On a piloté un nouveau questionnaire, puis je voulais juste vous montrer un exemple des questions parce que c'était des questions ouvertes. À votre connaissance, quelles habitudes de vie permettent d'améliorer de maintenir sa vie sociale? Donc, c'était un questionnaire qu'ils nous répondaient verbalement, puis après, nous, on a transcrit leurs réponses, puis on a fait une analyse qualitative. On a demandé aussi quelles habitudes de vie connaissez-vous pour vieillir en santé. Indiquez vos habitudes de vie actuelles. Donc ça a été extrêmement riche. Mais l'analyse thématique a nécessité beaucoup de ressources. 6 mois, 2 personnes, 41 rencontres de consensus pour ajuster l'arbre de thème. Donc, au départ, on n'avait pas prévu ça du tout. On avait pensé analyser ça avec Excel, juste un fichier Excel. Finalement, on avait vraiment besoin de NVivo parce que c'était complexe. Puis, par contre, en plus des habitudes qu'on avait décrites dans le programme, qui étaient evidence-based, basées sur les données scientifiques, ça a été extrêmement riche, les savoirs expérientiels des personnes. Je pense que c'est une des belles surprises de notre projet. On a une étudiante, Sarah Elise, qui fait l'analyse de ça, qui va faire un papier, c'est vraiment beau. S'entourer des gens qu'on apprécie, avoir un bon équilibre de vie, avoir une vie spirituelle, faire des siestes, vivre dans le moment présent. Alors ça, on en a comme ça là, plusieurs habitudes que les gens considèrent qui sont importantes pour vieillir en santé. Donc, on va pouvoir proposer des interventions plus adaptées à leur réalité avec ces résultats-là. On a un partenariat avec le département de médecine familiale, puis on va faire des formations pour les étudiants en médecine de tous les niveaux pour justement pour qu'ils sachent mieux c'est qui ces personnes aînées-là, puis c'est quoi pour elles vieillir en santé, puis comme ça, ben, le discours des professionnels pourra être mieux adapté à la réalité. Donc, l'étude à plus grande échelle nous a permis, demandera 1000 participants, 500 par groupe. Là, on a fait une analyse de puissance pour l'échelle d'auto-efficacité décisionnelle, qui est notre échelle principale qu'on veut favoriser avec le programme. Donc, c'est vraiment beaucoup, là. C'est sûr que ça va nous prendre une autre subvention. En conclusion, le recrutement en personne avec des kiosques situés dans les aires communes, c'est le seul qui est efficace. Le taux d'exposition au programme a été acceptable.
Nos données avec le nouveau questionnaire vont permettre de développer une version quantitative des mêmes questions. Les prochaines étapes, c'est on a un projet financé pour développer et évaluer un coaching décisionnel, une approche non directive pour s'approprier le programme, pour accompagner les gens, parce qu'on pense que les responsables de loisirs des RPA vont pouvoir offrir ce coaching. Et on va développer un agent conversationnel, un chatbot pour la mise à l'échelle du projet. Donc, la mise à l'échelle du coaching décisionnel. Puis, on veut soumettre un projet pour financement d'une grande étude pour évaluer de manière quantitative le programme. Puis, c'est une étude réaliste qu'on vise faire, donc vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont bien ressentir les bienfaits du programme, quel contexte favorise l'auto-efficacité décisionnelle, quelles circonstances, puis comment on doit administrer le programme. En terminant, je voulais juste mentionner les différents financements qu'on a reçus. On en a reçu beaucoup. Parce qu'une fois qu'on a eu fini le fonds du FRQ, on a obtenu des fonds supplémentaires puis pour soutenir les étudiants. Fait que Vitam, la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale, le département de médecine familiale, Vitam, le Centre d'excellence sur le vieillissement, l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale, l'IVPSA, la chaire de recherche en vieillissement et la Faculté des sciences infirmières ont donné des bourses aux étudiants aussi. Alors, il y a juste une chose que je n'ai pas pensé vous montrer tout à l'heure, puis je peux peut-être le faire parce que ça a un lien avec qu'est-ce qu'on parlait avec l'autre projet repas. Je voulais juste vous montrer que dans notre programme, quand quelqu'un, mettons, choisit une option pour montrer comment on accède, le lien avec les ressources communautaires, j'ai oublié de le montrer. Donc, si la personne décide les activités de loisirs et de formation, je vais juste aller vite. Ensuite, on va lui offrir la liste des ressources ici qui permettent de faire des activités de loisirs et de formation. Fait qu'il y a toujours le 2 en 1, vu que c'était notre partenaire, mais on a aussi été faire un inventaire des ressources accessibles sur Internet. En plus, parce que le 2 en 1, il y a quand même des limites. Puis aussi, eux autres, ils offrent juste des choses qui c'est à but non lucratif. Fait qu'on a aussi mis souvent des liens où est-ce que la personne clique, puis elle a une liste, par exemple, pour le yoga. On a mis un lien, quand la personne clique sur le lien, ça l'amène à Google Maps, puis ils voient les endroits où est-ce qu'ils peuvent faire du yoga proche de chez eux. Puis, on a aussi mis le lien avec le 8 en 1 parce que, tu sais, pour avoir des gens qui sont inquiets, là, si par exemple, ils voient qu'ils ont des débuts de troubles cognitifs, on ne voulait pas les laisser dans le néant. Fait qu'on a pensé mettre aussi le 8 en 1. Voilà. Fait que j'espère que j'ai Merci beaucoup. Donc, au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux, merci beaucoup pour les présentations d'aujourd'hui. Merci au fond aussi pour l'organisation de cette activité super enrichissante. Donc, on a parlé beaucoup de suite pour le financement. Donc, on vous invite au secrétariat aux aînés à rester attentifs aux appels de projets CADA, Québec Amis des aînés, donc qui peuvent offrir des financements pour des projets locaux et des projets nationaux aussi, donc la mise à l'échelle de projets là, au niveau régional ou national. Donc, dans le cadre de l'appel de projet 2025-2026, le programme Québec Amis des aînés a soutenu financièrement 12 projets nationaux, 64 projets locaux pour une enveloppe partagée de 11,5 millions de dollars. Donc, ça peut être une option de financement intéressante. Donc, on vous encourage, puis on encourage les organismes avec lesquels vous êtes en partenariat à regarder les appels de propositions CADA. Également, on vous invite à consulter la vitrine sur le vieillissement de la population et les personnes aînées de l'Institut de la statistique du Québec pour avoir les informations les plus récentes sur le portrait de la population aînée au Québec. Et on vous invite à rester informé des actualités du secrétariat aux aînés en vous abonnant à notre infolette dont le lien va vous être acheminé dans le chat. Donc, merci beaucoup à tous et toutes pour votre présence aujourd'hui, puis au plaisir de vous revoir lors de la prochaine activité du fonds. Le lien vers le calendrier des activités du fonds vous est également là, pardon, est également disponible pour vous dans le chat.
Donc, vous pourrez le consulter et vous inscrire à la prochaine activité pour recevoir des belles informations et des suivis de projets très intéressants comme celui d'aujourd'hui.